Bonjour à tous. Ça fait un moment que nous ne sommes pas revenus sur les hypothèses dites alternatives de l'archéologie. Alors cette fois-ci, nous n'allons pas revenir sur la vidéaste que nous avons évoquée au dernier épisode, même s'il est vrai qu'elle a sorti une vidéo assez édifiante. Si ça vous intéresse, je vous mets un debunk de très bonne qualité qui a été réalisé sur cette dernière. N'hésitez surtout pas à aller jeter un œil et à vous abonner à la chaîne de celui qui l'a fait. Bref, aujourd'hui nous allons nous intéresser à une hypothèse qui concerne un site d'Amérique du Sud. Cette dernière est très répandue sur internet et va nous permettre de nous intéresser à plusieurs points qui reviennent très souvent dans la pseudo-archéologie. Nous allons donc nous intéresser au site de Pumapunku. Comme la dernière fois, nous allons nous servir d'une vidéo qui reprend beaucoup des arguments que l'on retrouve sur les sites des personnes qui émettent des hypothèses très surprenantes. Alors, cette vidéo provient de la chaîne de Demian, ou Demian, je suis pas sûr à 100% de la prononciation, et elle date déjà de 2013. Bon, cette personne est connue pour faire beaucoup d'archéologie fantasmée. Il est même à l'origine d'un docu-fiction dont vous trouverez un debunk point par point sur l'excellente chaîne Temps Mort, que je vous recommande au passage. Vous trouverez le lien en description. Bien, voyons donc ce qui va être dit dans sa vidéo. Hello les friends, et bien voilà, nouvelle vidéo sur la Bolivie et sur Tiwanaku cette fois. Et Tiwanaku, pareil, comme la Puerta del Diablo, vous avez pu voir en vidéo, c'est vraiment un endroit que j'attendais depuis super longtemps. Très longtemps. Tiwanaku, ça serait la plus vieille en fait cité, le plus vieux temple au monde. Bon, dans la vidéo, le vidéaste ne nous donne aucune information sur le site, à part le nom. Alors donnons un petit peu de contexte. Le site de Tiwanaku se trouve en Bolivie, tout près du lac Titicaca, qui est assez célèbre, et il est situé à un peu plus de 3000 mètres d'altitude. Il s'agit d'une ancienne cité qui devait majoritairement être construite en briques de terre crue, que l'on appelle adobe. Aujourd'hui, il n'a subsisté que la partie de la ville en pierre, qui est maintenant inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agissait d'un très grand centre spirituel et politique, où l'on trouvait de très nombreuses constructions impressionnantes par leur taille et leur architecture. La ville disposait même d'un véritable système de drainage. L'édifice le plus important, c'était sans doute le temple d'Akapana, une pyramide composée de plusieurs plateformes impressionnantes. Malheureusement, et comme souvent en archéologie, seul le bas de l'édifice a été conservé. Cette pyramide devait sans doute être surplombée d'un temple. Il y a bien d'autres bâtiments très impressionnants, mais nous n'allons pas entrer dans le détail ici. Vous trouverez des liens en description pour en savoir un peu plus, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Ce peuple avait une technique de sculpture particulièrement efficace, le tout doublé par une méthode de polissage. Ça a été confirmé par exemple les bas-reliefs qui ont été trouvés dans plusieurs temples. Pumapunku, quant à elle, c'est une plateforme mégalithique qui se situe à 1 km au sud-ouest de Tiwanaku. Il devait sans doute s'agir d'un autre ensemble de bâtiments, peut-être un quartier qui faisait partie de la ville. En tout cas, nul doute que ces deux sites sont reliés. Il s'agissait d'un monticule en terrasse qui devait ressembler aux autres pyramides de la ville. Voilà ce dont nous avons besoin de savoir pour commencer. J'ai volontairement gardé sous silence un certain nombre de détails sur lesquels nous reviendrons plus tard. Voilà, il aurait été daté entre moins 10 000 et moins 15 000 ans avant Jésus-Christ. Alors je sais pas si vous imaginez avant Jésus-Christ, moins 15 000 ans avant Jésus-Christ. Alors voilà un élément très intéressant. En effet, de telles constructions à une date aussi ancienne, il y a de quoi être impressionné. Mais la question est, d'où vient cette estimation de datation ? Comme bien trop souvent, il n'y a malheureusement pas de source qui est donnée dans la vidéo. Pas de problème, il suffit de faire une petite recherche Google, car la plupart des hypothèses alternatives ont toutes les mêmes sources, qu'elles se partagent entre elles. En fouillant un peu, il est très facile de retrouver l'origine de cette estimation. Elle viendrait d'un certain Arthur Posnanski, un navigateur et archéologue amateur du XXe siècle. Sauf que sa datation a été établie de manière assez particulière. Il a établi que les vestiges étaient alignés de manière astronomique, notamment avec un alignement solaire lors des équinoxes et des solstices. Sauf qu'en voyant que cela ne correspondait pas avec la position actuelle du Soleil, il a cherché une date qui pouvait faire coller son hypothèse à la réalité. Et il s'est basé là-dessus. Il a donc trouvé une date de 15 000 ans. Il aurait même fait vérifier ses recherches et ses calculs par des astronomes. Cependant, ce n'étaient pas des archéologues, ils n'ont que vérifié des calculs. Toute cette théorie est basée sur un alignement astronomique qui n'existe probablement pas en réalité. De plus, les datations au carbone 14 ont été réalisées et sont très loin de donner un tel résultat. Vous le savez sans doute, mais le carbone 14, c'est un des types de datation les plus fiables. Le site daterait donc en réalité de 500 de notre ère, pas avant Jésus-Christ,
mais bien de notre ère, soit beaucoup plus tard. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations à propos de la datation en archéologie, j'ai fait une vidéo sur le sujet. N'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Et ben en fait les blocs sont taillés d'une façon qui est qui est impossible, tout simplement impossible. Ils ont été expertisés par des spécialistes de la construction, du taillage de pierre. Et là concrètement, à moins 15 000 ans avant Jésus-Christ, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est moins 15 000 ans avant Jésus-Christ. C'est même pas l'âge de la roue là, on est à l'âge de pierre presque. Hein. C'est bonnement incroyable, tout bonnement incroyable. Et bien on a des rochers qui sont taillés d'une précision, on va dire presque atomique, même atomique je dirais, avec comme coupe au laser, exactement comme sur Sacsayhuaman. Mais là vous coupez réellement, vous passez le doigt, vous coupez sur les rochers, c'est juste un truc de barge. Voilà, donc j'avais déjà entendu parler de ce site et c'est ce qui m'a... Ils sont taillés en escalier, comme des puzzles en fait en 3 dimensions. Nous avons plusieurs choses intéressantes ici à nouveau. Des blocs taillés de manière impossible et expertisés par des experts. Alors, quels experts? Aucune idée, c'est pas précisé. Soit dit en passant, je doute qu'il soit possible de dire comme ça à l'œil nu que la précision est atomique. Mais passons. Cependant, intéressons-nous un petit peu à ces blocs. Il s'agit dans notre cas de blocs de grès rouge et d'andésite. Or, le grès rouge que l'on retrouve ici n'est pas particulièrement dur, et l'andésite, même si elle est un petit peu plus solide, est très loin d'être incassable. Si l'on s'intéresse à l'échelle de Mohs, qui permet de classifier la dureté des minéraux, l'andésite est à 5,5, ce qui signifie qu'elle est entre rayable par un couteau et rayable par la lime et par le sable. Et ça tombe bien, c'est ce qui a été utilisé ici. Il n'y a en effet rien de si extraordinaire dans ces tailles géométriques. Certes, ça peut sembler impressionnant, mais ça s'arrête là. Il suffisait dans un premier temps de tailler grossièrement un bloc, avec des pierres dures. Il n'y a pas besoin d'outils particuliers, du simple martelage suffit à peu près. D'ailleurs, ces types de pierres ont été retrouvés dans les carrières de la région. Une fois la forme globale à peu près obtenue, on passait au polissage. Pour ça, on utilisait du sable et des pierres plates, car oui, le sable est un abrasif. En Égypte ancienne, on s'en servait déjà pour découper des blocs de pierre de manière nette et pour polir les obélisques. Ça signifie que cette méthode est connue depuis des millénaires. C'était une méthode très chronophage, mais très loin d'être impossible. Pour preuve, voici une vidéo qui présente le type de travail que cela était. Ici, ils reprennent les méthodes égyptiennes, bien antérieures à celles de Tinaouakou, qui, je rappelle, est un site de 500 après Jésus-Christ. On observe d'abord qu'ils martèlent avec de la pierre dure pour en gros donner la forme voulue au bloc. Suite à quoi, ils passent au polissage avec une pierre plate et du sable. Et puis voilà, avec un petit peu de travail et du temps, on obtient un exemple de pierre avec un angle parfait qui pourrait être placé à la Puma Punku. Comme quoi, il n'y a pas particulièrement besoin d'outils perfectionnés ou modernes. J'aimerais juste, suite à ça, revenir à un petit détail qu'il dit dans la vidéo. C'est même pas l'âge de la roue là, on est à l'âge de pierre presque. Hein. C'est bonnement incroyable, tout bonnement incroyable. Et bien on a des... Bon, je ne reviendrai pas sur la chronologie, on a déjà démontré que le site n'était pas si ancien. Mais cette réflexion me permet d'évoquer un sujet très important. Définir le niveau d'intelligence et de développement d'un peuple à l'invention de la roue, ça ne veut rien dire. Surtout en Amérique du Sud. Énormément de civilisations de ce continent n'ont pratiquement jamais utilisé la roue, que cela soit les Mayas ou les Aztèques par exemple. Ils connaissaient le concept puisqu'on a retrouvé des jouets qui avaient des roues, mais ils n'en avaient absolument pas l'utilité au quotidien. En effet, le peu d'animaux qui auraient pu être utilisés pour le transport et la topographie montagneuse et la présence de jungle dans ces régions ont rendu complètement inutiles ces objets qui nous semblent aujourd'hui si indispensables. Malgré tout, ces civilisations ont construit des cités extraordinaires que l'on peut encore voir aujourd'hui. Et même en Europe, à la préhistoire, la roue était loin d'être absolument nécessaire. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail ici parce que ça sera pour une prochaine vidéo. C'est un sujet que je compte aborder depuis un moment. De la technologie pour vous tailler ces trous parfaits. Et c'est même pas un trou, ça a été foré. Ça a été foré, vous pouvez voir la gouttière. Et alors là vous avez les petits joints. Enfin pas les joints, les petits trous, je sais pas ce que c'est, des repères. Et pareil, ça je veux dire, pour faire ça il faut une foreuse, il faut une scie, enfin il faut une perceuse, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire?
Regardez ça, regardez la qualité de ce travail. C'est mathématique, c'est atomique, je sais même pas comment on peut dire, il n'y a pas de mots, il n'y a aucun mot pour décrire en fait l'évidence, en fait, l'effroyable évidence, l'effroyable vérité qu'il faut qu'on se rende à. Il faut reconnaître que ces trous peuvent sembler étonnants, voire anachroniques. Et pourtant, il n'y a rien d'impossible ici. Là encore, il faut prendre en compte un certain nombre d'informations. Tout d'abord, ce peuple ne disposait pas seulement d'outils en pierre, mais également des outils métalliques. Cela s'observe notamment au fait que certains blocs étaient maintenus par des éléments en cuivre, qui étaient moulés ou même fondus sur place. Cela se remarque encore sur certains blocs où il y a encore l'espace qui était prévu pour les barres métalliques. Plus précisément, il s'agissait d'un alliage de cuivre et d'arsenic, ce qui rendait le tout beaucoup plus résistant. Il leur suffisait donc d'utiliser un outil métallique ainsi que du sable comme abrasif pour former ces trous. Comme nous l'avons vu précédemment, le sable est un allié très puissant dans le travail de la pierre. Pour cela, on utilise un tube en métal et l'abrasif dans un mouvement circulaire. L'abrasif, sous la pression du tube, va faire le travail et produire des véritables cercles de la taille désirée de manière assez précise. Une fois de plus, rien de particulièrement extraordinaire, juste une technique et un travail exemplaire. Il ne faut pas oublier qu'il y a des artisans spécialistes, particulièrement efficaces, à toutes les époques, et ce n'est pas parce que chacun n'est pas capable de réaliser un travail pareil que c'est impossible. Prenons un exemple plus actuel. De nos jours, on utilise fréquemment des portables et des ordinateurs. Il n'y a pas de doute sur le fait que c'est bien notre propre civilisation qui produit cela. Pourtant, si jamais je demande demain à quelqu'un dans la rue de m'en fabriquer un, eh bien il y a de fortes chances qu'il en soit incapable. Cela demande des connaissances et des compétences de spécialistes. Pourquoi ça ne serait pas le cas pour les civilisations anciennes? Voilà pour ce passage à Tiwanaku et franchement la flippe quoi. Franchement tout est à remettre en question quoi. Il y a notre histoire, le passé, notre évolution, tout est à remettre en question. Tout est à reconsidérer. Tout est à reconsidérer. À travers je sais pas ce qu'on nous enseigne à l'école parce que là il va falloir sérieusement se remettre en question sur l'humanité, sur l'évolution de l'humanité, parce que là il y a un truc qui va clairement pas. Je veux dire, regardez dans les livres d'histoire, allez au musée, regardez il y a 15 000 ans où est-ce que l'humanité en était. Finissons-en avec l'analyse de cette vidéo. Nous serions donc face à une civilisation extraordinaire, plus avancée que toutes les autres. Rappelons encore une fois que le site date d'environ 500 après Jésus-Christ. Autrement dit, presque 1000 ans après que les Grecs aient construit le Parthénon, qui, lui aussi, est incroyable en termes de précision de décor et d'architecture. Pourtant, personne ne remet en question notre histoire dans ce cas-là. Je pense qu'avant de remettre en question notre histoire, il est important de la comprendre. Donc avant de formuler des hypothèses qui vont à l'encontre du consensus archéologique, il vaut mieux d'abord essayer de le comprendre et de saisir sur quels faits il repose. Bon, la vidéo que nous étions en train d'analyser va se terminer. Et si on accepte le fait qu'il est très curieux de voir qu'avec presque 1 million de vues, elle n'est qu'un seul pouce rouge, il n'y a rien de plus à en dire. Néanmoins, il reste des hypothèses étranges à propos de ce site, donc continuons un petit peu en nous basant cette fois sur les articles de sites un peu douteux que l'on trouve partout. Si l'on accepte les arguments astronomiques que nous avons déjà évoqués, il y a un autre élément qui revient souvent pour contredire la datation officielle. Il y aurait une représentation d'éléphants sur les bas-reliefs du site. Or, il est impossible qu'il y en ait eu dans ces régions à cette époque. Mais en plus, il y aurait un autre animal représenté que des spécialistes, bon, on ne sait pas lesquels, auraient identifié comme étant un toxodon, un mammifère étant depuis 5000 ans. Mais bon, soyons un petit peu sérieux, regardons de plus près le fameux éléphant. Quand on l'observe, il pourrait très bien s'agir d'une simple pareidolie. Quant au toxodon, voici sa représentation, connue à travers un dessin, et voici à quoi il devait ressembler selon les paléontologues. On constate que le bas-relief pourrait très bien être de n'importe quel autre animal, et pas particulièrement de toxodon. Une autre interprétation qui revient très souvent sur les sites douteux est que Pumapunku était en réalité un port. Hypothèse très étonnante qui voudrait que le lac Titicaca, situé à plusieurs kilomètres, était en réalité beaucoup plus haut, et faisait de ce site une zone portuaire. Sauf que là encore, cela ne fonctionne pas. L'étude des sédiments au fond du lac nous permet de remonter jusqu'à 25 000 ans en arrière,
Et même si le niveau a parfois fluctué au cours du temps, ce ne fut jamais de plusieurs kilomètres, tout au plus de quelques mètres. Un autre argument que l'on retrouve, c'est celui de la taille et du poids des blocs. Certains sites prétendent qu'il y a des blocs de 150 tonnes, voire de 400 tonnes. Sauf qu'en réalité, le plus lourd fait plutôt 131 tonnes, ce qui est tout de même moins impressionnant. Ces pierres étaient sans doute transportées par navire sur le lac en provenance des carrières de la région, puis traînées sur plusieurs kilomètres avec des animaux tels que des lamas sans doute. Un travail difficile, mais loin d'être impossible. Bien, je pense que nous allons nous arrêter là. Nous n'avons pas parlé de tout en détail, il faudrait pour cela des heures. Je pourrais évoquer par exemple l'hypothèse selon laquelle ce site a en fait été moulé, et il serait ainsi en géopolymère, ce qui expliquerait la forme des blocs de pierre. Sauf qu'il n'y a aucune preuve en faveur de cette idée, et que comme nous l'avons vu, ce n'est absolument pas nécessaire pour expliquer ce type de construction. Ce type d'idée a été débunké maintes fois sur internet, si jamais ça vous intéresse, vous pourrez toujours aller jeter un œil. Si j'ai choisi de parler de ce site, c'est parce qu'il est symptomatique d'un fait inquiétant. Quand vous recherchez des informations à son sujet sur internet, vous tomberez surtout, et d'abord, sur les sites représentant des hypothèses alternatives sans aucun fondement. C'est très inquiétant, car cela montre en quelque sorte que c'est une bataille que nous sommes en train de perdre. 2020 est une année très éprouvante, tant au niveau sanitaire que scientifique. On constate en effet que la science, tant la dure que les sciences humaines, sont de plus en plus mal comprises, que les hypothèses alternatives sont de plus en plus relayées par les médias et que le complotisme est de plus en plus présent. L'archéologie n'échappe malheureusement pas à cette mécanique. C'est pourquoi il est selon moi important que l'on continue à expliquer et vulgariser afin de satisfaire la curiosité de ceux qui ont encore envie d'en apprendre plus sur les civilisations anciennes, même si elles n'ont absolument aucun lien avec des extraterrestres. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Vous retrouverez bien entendu toutes les sources qui ont permis de la réaliser en description. Si ce n'est pas fait et que mon travail vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne pas rater les futures vidéos, à laisser un pouce bleu et à discuter en commentaire. Vous pouvez également rejoindre le Discord si vous voulez que l'on puisse discuter à l'avenir. En attendant, moi je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas de creuser la question. Creusons, enlevons toute cette terre. Il y a tant à trouver, tant de mystères. Qui se serait douté que juste sous nos pieds se cachent tant de traces de notre passé. Lisons la stratigraphie, établissons vite une chronologie. Il reste tant à faire, détourne-moi donc ces pierres. Je crois qu'on est tombé sur un or.